Bonjour à toutes et à tous, regardez, c'est Teysa Karlov. C'est moi, je suis Teysa Karlov. Non, sans rien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Et voilà, que dire de plus? J'ai dû me raser, j'ai trouvé du travail, j'ai aucun charisme, c'est terrible. Passons tout de suite à cette vidéo. Je me mets à l'aise, hein. Après tout je suis dans ma piole. Donc, on va parler de Teysa Karlov dans la vidéo, mais pas que. Les amis, est-ce que vous en avez pas marre de jouer à Magic? Je veux dire, il y a des mana death, il y a des mana full, du rage, le jeu coûte cher. Aujourd'hui les amis, on ne va pas jouer à Magic, ou plutôt on va jouer à Magic, mais on va jouer à un deuxième jeu en même temps. Enfin, regardez, attention, sous vos yeux ébahis, merde, attendez parce que je suis pas très fort non plus en OBS. Alors, regardez ça, pif paf pouf, qu'est-ce que c'est que ça? Ça les amis, vous la connaissez peut-être, c'est une carte Hearthstone. C'est le baron Vaifand, ou le baron Rivendare en anglais. Rivendare Baron, un truc comme ça, je sais plus. Moi j'ai jamais joué à WoW, hein, mais en tout cas je suis un grand fan d'Hearthstone, bien que je n'y joue pas. Donc cette carte, le baron Vaifand, c'est une vieille carte de 2013, et je pense que vous en avez tous rien à foutre de Hearthstone, mais regardez son effet. Vos serviteurs déclenchent leur râle d'agonie 2 fois. Ça veut dire que quand il meurt, eh bien, ça fait 2 fois la capacité. Et en 2019, Teysa Karlov, attendez, c'est ridicule, voilà, Teysa Karlov, elle fait exactement la même chose en fait. Enfin, elle fait la même chose mais version Magic. C'est-à-dire que, lisons la carte ensemble. Un humain 2-4 pour 4. Déjà, il y a tout. Déjà, les 2 cartes coûtent 4 mana, et les 2 cartes ont des stats défensives. Hein. Bon, c'est les mêmes cartes. Si la mort d'une créature, donc une créature qui meurt, provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Déjà la mort, qu'est-ce que c'est? Alors il va falloir être très précis sur les mots en expliquant cette carte, puisqu'on va s'en servir dans le deck qu'on va voir juste après. La mort d'une créature, qu'est-ce que c'est? C'est une créature qui va du champ de bataille au cimetière. Voilà, donc l'exil ça marche pas, et le renvoyer dans la main ça marche pas, etc. Bon, il faut qu'elle aille du champ de bataille au cimetière, ça c'est la première chose. Donc si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, ça fait une fois de plus. Ça veut dire que si cette créature elle a un effet qui se passe quand elle meurt, ça va faire une fois de plus. Mais pas que. Parce que ça marche aussi avec les capacités donc, de déclencher à la mort des créatures des autres permanents que vous contrôlez. Donc si vous avez une autre créature qui dit que à chaque fois qu'une créature meurt, vous pouvez faire ceci, cela, ça marche 2 fois. Si vous avez un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, ceci, cela, ça marche 2 fois. Donc en fait cette Teysa, elle est vraiment très intéressante. Je pense qu'elle va être encore plus intéressante en moderne d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des combos débiles à faire. Mais en tout cas aujourd'hui, on va parler standard quand même. Ah oui, ce que je vous l'ai pas dit. C'est un deck standard. Mais normalement c'est écrit dans le titre en dessous. Et donc, deuxième effet, on s'en fout un peu de cet deuxième effet, les jetons de créatures que vous contrôlez, vous le lancez le lien de vie, en soi c'est un bon effet, et on aura quelques jetons de créatures dans le deck. Soit. En tout cas, c'est surtout le premier effet qui nous intéresse, puisqu'il est très rigolo. Donc voilà, c'est clairement un effet, on va clairement jouer Hearthstone et pas à Magic aujourd'hui, grâce à cette nouvelle Teysa. Donc, tout de suite, sans plus attendre, le baron Vaifand, ciao bye, Teysa, ciao bye, le koala, hop, cache-toi bien ici parce que sans ta barbe t'es moche. Et c'est parti. Merde, qu'est-ce que je fais? Attendez, je suis bourré. Voilà, c'est bon. Pif paf pouf. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement d'ailleurs? Oui, c'est bon. Non, ça c'est la musique. Voilà, la musique c'est ça. Je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos. Elle se fait pas striker, parfait. Et c'est la meilleure musique du monde, hein, sachez-le. Teysa et Judith, ça fait des chocs épiques. Voilà comment j'ai appelé ce deck. Teysa et Judith, ça fait des chocs épiques. Donc, d'ailleurs, mon petit pseudo Magicville, c'est j'en ai pas, comme ça. Si vous voulez, hein, vous pouvez me retrouver et regarder, voir mes decklists Magicville avec. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un deck aggro, je l'ai pas encore dit, alors que ça a commencé depuis 3 minutes. Enfin, très professionnel. Hein. Un deck standard, et donc un deck Mardu. Mardu, c'est un archétype qui joue le blanc, le noir et le rouge. Je suis en train de regarder mes couleurs en même temps que je vous parle. Voilà, donc
Encore une fois, les decks multicolores dans ce standard, c'est très facile. On a accès au Spotland, à la Chapelle Isolée par exemple, et au Raveland, genre Crypte 200. Donc on a plein de terrains. Et donc si vous n'avez pas ces terrains d'ailleurs, parce que bon, les Spotland ils coûtent entre 1 et 2 euros, mais les Graveland coûtent au moins entre 6 et 7 euros, quoi, 6 et 8 balles. Si vous ne les avez pas, et ben jouez des portes de guild, tout simplement. C'est très bien les portes de guild. Pour un deck aggro, c'est un peu chiant quand même. Hein. Pour un deck contrôle, c'est pas très grave, parce que voilà, dans les premiers tours, vous n'aurez pas forcément besoin de vos terrains. Mais bon, pour un aggro, c'est quand même mieux d'avoir la vraie mana base. Donc, qu'est-ce qui fait ce deck? Comme on l'a dit, on a vu Teysa Karlov juste avant, donc le but ça va être de jouer sur la mort de nos créatures. Et moi, étonnamment, j'ai toujours construit des decks mardus qui jouent sur le sacrifice des créatures. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 8 tours 1. C'est beaucoup 8 tours 1, c'est comme un deck gobelin 8 tours 1. On a la carcasse des égouts, voilà, qui est très forte, qui est dans mon top 5 des meilleurs rares de l'extension. La petite 2-1 pour 1, hop là, squelette guerrier, elle arrive sur le champ de bataille engagé, et pour 2 points de mana, vous pouvez la renvoyer depuis votre cimetière dans votre main. N'activez cette capacité que pendant votre tour, et que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Très bien. Bah c'est très fort, voilà. C'est extrêmement fort. Pour 2 points de mana, pour un deck aggro, on a rapidement des points de mana disponibles pour la faire revenir et revenir. Donc c'est fort. Donc un petit tour 1, vous allez voir qu'on a besoin de présence sur le board, et pour agresser, et pour avoir justement des synergies de mort de créatures. Donc la première, elle a été intéressante, parce que quand elle meurt, elle peut revenir. Donc ça fait des moteurs de sacrifice potentiellement infini. Et donc le deuxième tour 1 qu'on joue, c'est mon tour 1 préféré, mon petit T1 préféré de cette extension, c'est le 1-1 pour un rouge ou un noir, au choix, qui dit que quand il meurt, il inflige une blessure à n'importe quelle cible, Planewalker, joueur, créature, ce que vous voulez. Et donc forcément, avec Teysa, ça fait 2 points de dégâts. Qu'est-ce qu'on joue tour 2? Tour 2, on a 6 créatures. On pourrait peut-être en jouer plus, mais il y a quelques sorts de créatures, donc je sais pas encore trop. Je suis en train de jouer avec le deck dans la vraie vie en ce moment d'ailleurs, donc quelques petits ajustements encore peut-être, notamment au niveau des terrains. Hein. Peut-être rentrer des fonderies sacrées à la place de 2 cryptes de sang, mais on verra plus tard. Je peux pas encore vous dire tout de suite si ça marche ou pas, mais je pense que ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on joue des petits tours 2? C'est un deck aggro, donc on aime bien avoir de la pioche. Le petit 2-2 pour 2, il est très intéressant. Quand il arrive en jeu, alors on en avait parlé en vidéo, mais on va rappeler ce qu'il fait. Quand il arrive en jeu, on se défausse d'une carte, puis on pioche une carte. Et si le coût de spectacle a été payé, donc il y a un spectacle pour 4, on se défausse de notre main, puis on pioche 3 cartes. C'est très fort, parce que si vous avez plus de main, ce que vous avez tendance à rapidement... ce qui a tendance à rapidement être le cas avec un deck gros, et là vous allez piocher 3 cartes pour 4 points de mana. Donc c'est très bien. Ça fait de la présence sur le board. Je rappelle qu'on aime bien agresser notre adversaire, donc c'est important d'avoir des tours 2. Tour 2, bah, tour 1, tour 2, tour 3, pif, voilà, vous envoyez vos créatures, quoi. Hein. Donc elle est très bien. Et le petit percepteur de dîmes, alors, c'est mon troisième choix. J'avais d'abord mis le petit vampire blanc 2-1 de Ixalan qui fait un vampire quand il meurt. Puis j'avais mis la 2-1 blanche et noire vigilance là, de Allégeance Ravnica qui fait un vol quand il meurt. Et finalement, mon choix, c'est celui-là. Le 2-1 Afterlife, donc au-delà 1, quand elle meurt, ça fait un esprit 1-1 vol. Donc avec Teysa, ça fait 2 esprits 1-1 vol. C'est extrêmement fort. Et donc, pendant votre tour, les sorts que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus à lancer, et les capacités que vos adversaires activent coûtent 1 de plus à activer. Sauf pour les capacités de mana. Donc un elfe de la noire, ça ne coûte pas 1 de plus. Parce que ce serait quand même assez comique. Donc il est très bien parce qu'il va empêcher votre adversaire de vous envoyer, de vous cramer vos créatures, du moins pendant votre tour. Donc s'il avait gardé du mana pour le faire, le deck rouge en ce moment, le rouge burn aime bien faire ça pour garder des chocs ou des frappes foudroyantes, et ben il peut pas le faire. Donc c'est très fort. Ça veut dire que vous prenez un avantage en termes de tempo sur les decks rouges qui est en face, donc c'est très bien. Le deck rouge ne pourra pas passer votre tour à vous cramer vos créatures et son tour à jouer des créatures. Non, il devra faire un choix. Donc vous le freinez à ce niveau-là, donc c'est très intéressant. Parce qu'on le voit beaucoup jouer ce deck rouge.
Donc sur notre tour 2, on a ça. Sur notre tour... Ah oui, des petits sorts de créatures, mais je vais en parler juste après. Évidemment, une des cartes maîtresses du deck, il en faut 4, elle coûte 5 euros, c'est Judith. Et récemment, j'ai vu des tournois EDH où il y a eu beaucoup de Judith, genre 5 Judith sur 80 joueurs. Donc effectivement, elle est jouée, voilà, la carte va peut-être monter un peu en prix encore. Si vous pouvez vous les procurer rapidement, bah faites-le, parce que c'est très drôle, et moi je pense que ce sera joué en plus. Donc voilà, on est une 2-2 pour 3, en termes de statistiques c'est pas fou, mais les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0. C'est très intéressant parce qu'on va avoir des petites 1-1 vol qui vont passer 2-1 vol, qui vont pouvoir agresser rapidement. Nos petites créatures 1-1, elles vont mettre 2 points de dégâts, donc c'est très bien. Et attention, c'est là que ça devient rigolo, chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, Judith inflige une blessure à n'importe quelle cible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avec Teysa, ça fait 2 blessures, et donc à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, bon, c'est presque toute notre créature en fait, hein. Donc c'est très intéressant. Et petite précision, si Judith meurt, petite précision d'ailleurs très importante, si Judith meurt, elle inflige les points de dégâts. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se voit mourir, si vous voulez. Elle est sur le champ de bataille, elle meurt, et puis, vous voyez, elle prend genre... bon, bah là, j'ai une brosse à dents dans la main, mais elle prend sa brosse à dents et... voilà. J'espère que c'était très professionnel, encore une fois. Voilà, elle se voit mourir, donc en dernière halle d'agonie, elle va jeter ses petits points de dégâts. Donc, ça se cumule avec les Teysa, et ça se cumule avec les autres Judith. Ce qui veut dire que si en jeu, vous avez une Judith et une Teysa, et que vous jouez une seconde Judith, alors avec la règle des légendes, vous allez devoir envoyer une de vos 2 Judith au cimetière, et donc la première Judith va proquer 2 fois, la seconde Judith va proquer 2 fois. C'est trop marrant, ça veut dire 4 points de dégâts, c'est parfait, c'est très fort. Le deck fait des trucs très rigolos comme ça. Donc carte maîtresse du deck, Judith, très important. Carte qui fonctionne bien aussi, donc moteur de pioche pour les decks aggro. Alors elle fait tout, il faut sur les menus, il fait tout. 3-2 pour 3, à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, qu'on contrôle meurt, on peut piocher on peut faire qu'on prenne un dégât, oui ma phrase est correcte, et piocher une carte. Donc on a une créature qui met 3 points de dégâts sur le tour 3, c'est intéressant. Les 2 petits points de vie, bon bah c'est relativement peu, hein, ça prend choc, mais elle peut se remplacer parce que si elle meurt elle-même, elle pourra piocher. Donc là pareil qu'avec Judith, hein, si elle meurt, hop, vous pouvez quand même piocher et perdre un point de vie. Sinon il y aurait écrit à chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, alors que là c'est pas le cas. Donc bah, vous pouvez, encore une fois dans Magic le texte est très important, chaque petit mot a son importance. Donc lui, il nous fait piocher, il fait une créature, il met des dégâts, il synergise avec nos autres créatures qui vont mourir. 20 sur 20, la carte est parfaite dans le deck, on la rentre. En plus, elle ne coûte rien, elle coûte genre 1 euro, je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre tour 4? Teysa Karlov, on en a déjà parlé, et on a cette petite créature-là. Alors, en fait, dans ce deck, c'est rigolo parce qu'on joue des 6-6 vol piétinement pour 4 mana. Que demander de plus? Le petit démon des catastrophes, cette carte coûte, attention, 30 centimes les gars. La carte coûte 30 centimes. Elle vole piétinement 6-6 pour 4, mais en coût supplémentaire pour lancer le sort, on doit sacrifier une créature. Ça tombe bien, on a des créatures qui reviennent, on a des effets à la mort de nos créatures, on a plein de petites choses à sacrifier. Impeccable, c'est exactement le genre de choses qu'on cherche. Tour 4, quand le mono vert en face, il va vous faire, je sais pas moi, une 5-3, ou alors voilà, un tyran du carnage, bon, bah vous avez de quoi répondre, hein. Vous avez une 6-6 vol piétinement, c'est pas mal. Hop là. Généralement, quand vos adversaires volent à 6-6 vol piétinement, ils claquent du cul, hein, je vous le dis, hein. C'est le genre de carte qui paye pas de mine, mais quand elle est là, c'est 6 points de dégâts volants partout, donc ça, les parties ont tendance à se finir assez rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on joue comme sort non créature? Alors, un des sorts les plus importants du deck, c'est celui-ci, le dernier paiement, un petit éphémère pour un blanc, un noir. Donc là, la mana base est importante, hein, puisque vous allez être susceptible de jouer cette carte très tôt dans la partie. Donc vous avez besoin de votre mana blanc, de votre mana noir très tôt dans la partie. On détruit une créature ciblée en éphémère pour 2 points de mana, seulement, en tant que coût supplémentaire, on doit soit payer 5 points de vie, soit sacrifier une créature, soit sacrifier un enchantement. Donc, vous l'aurez compris, on aime bien sacrifier des créatures, parce que ça fait des petits effets.
Maintenant, si on n'a pas de créature à sacrifier, on peut toujours payer 5 points de vie pour détruire une créature à l'adversaire. Hein. Ça reste fort. Hein. Si on est dans un match-up où on n'a pas besoin de nos points de vie, payer 5 points de vie, c'est très intéressant. Quant à détruire un enchantement, les enchantements, on en joue 2 justement, c'est ceux-là. Alors je suis pas encore sûr, mais je trouve qu'ils sont quand même très très intéressants. Un petit enchantement pour 2, une petite commune de M19, hein, qui enchante une créature et qui lui donne plus de plus 0, et quand cette créature meurt, piochez une carte. Donc en fait cet enchantement il est très bien, parce que rappelez-vous la capacité de Teysa, et ça marche avec ça. Voilà. Ça, c'est un permanent qui a une capacité déclenchée à la mort d'une créature, donc ça marche 2 fois, ce qui veut dire que pour 2 points de mana, vous avez boosté votre créature de plus 0, ça veut dire que vous mettez plus de tartes en agression, donc c'est intéressant, c'est ce qu'on cherche. Et ensuite on pioche 2 cartes avec Teysa, donc c'est encore plus intéressant. Donc cette petite commune, je l'aime beaucoup, j'arrive pas à m'en séparer dans ce deck. Et je pense qu'en fait c'est pas mauvais du tout hein, de la garder. Alors oui, c'était plus fort de jouer Tajik à la place. Bon, mais ça m'énerve, ça casse la thématique du deck, j'aime pas ça. 2 cartes encore qu'on n'a pas vues. Une petite carte de pioche qui est encore en test, la diplomatie à l'épée. Un petit rituel d'Ixalan, on révèle les 3 cartes de notre deck. Pour chacune d'elles, on la met dans notre main, à moins qu'un adversaire ne paye 3 points de vie. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire piocher 3 cartes pour 3 potentiellement, ce qui est extrêmement fort. Soit de faire perdre des points de vie à notre adversaire. Or, notre adversaire, on l'agresse. Donc, on aime bien. Alors oui, encore une fois, on a le risk factor, là, le facteur de risque à la place. Seulement, moi, je ne possède pas de facteur de risque. Je pense que le risk factor est mieux, hein, carrément mieux. Parce qu'il met 5 points de dégâts. Ah bah non, parce que ça met 9 points de dégâts potentiellement. Ah oui. Ah ouais, non. Ça, c'est très très bien en fait. Par rapport au risk factor. Le risk factor n'est pas réellement au-dessus en fait. Alors voilà, néanmoins la question c'est est-ce qu'on ne préfère pas jouer 2 faucheurs de minuit à la place de la diplomatie à l'épée? Voilà. La diplomatie à l'épée c'est 3 cartes ou potentiellement 9 dégâts. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Mais encore une fois, effectivement, là, je sais pas encore, j'ai pas encore suffisamment joué le deck, enfin suffisamment sorti cette carte en tout cas pour pouvoir, merde, je cherche un mot, pour pouvoir acquiescer sa cohérence, acquiescer sa véracité, pas du tout. Oui, monsieur Benalla? Oui, j'acquiesce de ma véracité dans cette affaire. N'importe quoi. Voilà, bon, en tout cas, vous m'avez compris. Petite carte en test encore. Et donc, une autre dernière carte, l'horrible ménagerie. Un rituel pour 5 qui doit coûter dans les 1€, un truc comme ça. On va aller dans notre cimetière, on va choisir une créature avec un coût converti de 1, puis avec un coût converti de 2, puis avec un coût converti de 3. Et on va renvoyer ces cartes sur le champ de bataille. Alors, c'est très intéressant parce que regardez, pour 5 points de mana, on récupère potentiellement 3 créatures. Oui, voilà, 3 comme ça. Et on a 8 tours 1, donc a priori on en aura 1. On a 6 tours 2, donc a priori on en aura aussi. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours 3. Donc a priori on aura des cibles à ramener. Et chose très intéressante, si on a une Judith en jeu et qu'on ramène une Judith de notre cimetière, hop, on devra en envoyer une au cimetière. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas sacrifier. Récemment, j'ai eu la discussion avec un ami qui lui joue bien. Effectivement, lorsque vous avez 2 créatures légendaires en jeu, vous ne devez pas en sacrifier une des 2, alors que moi ça fait 4 ans que je crois ça. Apparemment, vous devez en envoyer une au cimetière simplement. Donc elle ne meurt pas, enfin, si, quelque part elle meurt, parce que l'action, la combo avec Teysa fonctionne. Enfin, elle est envoyée au cimetière en tout cas. Voilà, elle n'est pas sacrifiée, c'est pas réellement une mort, j'ai pas l'explication exacte, mais ça fonctionne. Parce qu'elle est envoyée du champ de bataille au cimetière. Donc ça marche. Donc voilà, potentiellement avec cette horrible ménagerie, vous allez ramener une Judith et rebroquer des effets de mort sur vos créatures légendaires. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, vous l'avez compris, un deck aggro, on va chercher à poser des créatures rapidement, puis on va chercher à jouer Judith et Teysa pour commencer à faire la mitraillette à la mort de nos créatures, et on va se débarrasser des créatures adverses en les détruisant avec le dernier paiement, s'il faut se débarrasser de créatures en tout cas, en sacrifiant des créatures et en faisant la mitraillette.
Voilà, un deck qui fait plein de choses, un deck très rigolo, un deck qui coûte pas trop cher, hein. Teysa coûte 2 euros, il me semble. Le Gutterbones, là, alors pour l'instant j'en ai que 2 sur 4, et les deux sont en version AP, et ils coûtent 2 euros. Donc en version normale, il doit coûter 1 euro, 1,50 € tout au plus. Euh, les cartes ne coûtent rien, hein. Voilà, à part Judith. Judith coûte 5 euros, voilà, mais c'est tout. Mais c'est tout, c'est tout. Ah oui, il y a les terrains aussi. Les terrains, bon, les terrains qui coûtent entre à peu près 7 euros chacun. Mais bah, si vous les avez pas, jouez des portes, hein. Ou alors jouez des terrains de base en plus. Néanmoins, le deck aime beaucoup avoir ses couleurs disponibles. Donc c'est compliqué de jouer des terrains avec une seule couleur. Voilà, voilà. Donc, petit sideboard. Voilà, j'ai mis des actes de trahison en sideboard parce que bon, c'est quand même très, très rigolo de prendre un acte de trahison, puis de voler une créature à l'adversaire, de l'attaquer avec, puis de sacrifier cette créature avec le dernier paiement. Ça, c'est quand même... quand vous arrivez à faire ça, c'est... Bon, en fait, généralement, le mec abandonne, parce que c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort comme effet. J'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois, c'est... Voilà, le mec est au bout de sa life, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce deck? Voilà, un petit deck simple, qui tourne très bien, j'ai fait une quinzaine de parties avec, IRL, et donc il tourne très bien à chaque fois. J'en ai gagné, je pense, plus de, je sais pas, peut-être à 70%, je pense. 15 parties, ça commence à faire quelques parties quand même. J'ai affronté du Grul, j'ai affronté du Azorius, hein, et je sais plus, un Boros aussi, je crois. Ouais, bon. Quoi qu'il en soit, il y a des bons, voilà, il y a des bons match-up, hein. Tout ce qui est contre Mono Red Burn, c'est intéressant parce que vos créatures vont mourir. Donc les petits gobelins qui meurent, enfin les petits comme ça qui meurent, les petits 1 qui meurent, et avec Judith, à chaque fois que vous avez une créature qui meurt, ce qui va arriver souvent, vous allez pouvoir mettre un petit point de dégâts sur les PV des créatures en face. Et toutes les créatures du Mono Red Burn ont un point de vie, donc a priori c'est intéressant. En plus, avec le percepteur de dîme, là, le mec va pas pouvoir vous blaster efficacement, donc c'est encore plus intéressant. La 6-6 et la 2-4, c'est des bonnes stats défensives. 6 points de vie, 4 points de vie, ça prend pas les blasts à 3. Donc c'est encore plus intéressant. Donc un bon match-up contre le Mono Red Burn, je pense. Ce qui est du Grul, il y a beaucoup de points de vie en face, donc on n'arrive pas trop à tuer les créatures avec nos petits effets de mitraillette, mais par contre on prend de vitesse, hein, on prend carrément de vitesse, hein. Et puis là, encore une fois, la 6-6 vol qui fait de la magie. La 6-6 vol piétinement, incroyable. Et puis pour tuer les Galta en face, dernier paiement, bim, il n'y a plus de 12-12, quoi. C'est incroyable. Contre Boros aggro, bah, encore une fois, en fait, contre tous les match-up aggro, vous êtes bien parce que vous avez de la présence sur le board comme lui, mais vous avez la capacité d'envoyer des petits points de dégâts pour tuer ses créatures et faire de la value. Donc, tous les match-up aggro, en fait, sont intéressants, hein. Sur les quelques match-up que j'ai testés, c'est bien. Voilà, voilà. Alors le risque, qu'est-ce que c'est? Bah, le risque, c'est que si vous n'avez pas Teysa et Judith, le jeu tourne un peu moins bien. Enfin, en tout cas, le jeu, vous n'allez pas l'exploiter à 100%. Donc c'est un petit peu un jeu quand même qui a une thématique spéciale, une thématique propre à lui, qui est de faire mourir ses créatures. Et pour que ce soit exploitable à 100%, vous allez avoir besoin de Teysa, vous allez avoir besoin de Judith, de petits moteurs à sacrifice par la suite. Enfin, même sans les moteurs à sacrifice, ça fonctionne quand même, quoi, parce que votre adversaire va pas vouloir vous bloquer, sachant que s'il vous bloque, ça part en brioche. Mais voilà, le principal défaut du deck, enfin, il y en a deux. C'est que vous avez besoin de plein de couleurs de mana relativement tôt dans la partie. Si vous regardez tour 1, vous avez besoin d'un noir, tour 2 d'un rouge ou d'un blanc, tour 3 vous avez besoin de votre rouge pour jouer Judith, tour 4 vous allez avoir besoin de votre blanc, de votre rouge, enfin de votre blanc, de votre noir. Bon, voilà, ça c'est le premier défaut du deck, c'est qu'il faut quand même avoir une mana base pour le jouer, celui-ci, contrairement à celui avec la givre tricolore que je vous ai présenté la semaine dernière, parce qu'il est plus late que celui-là, tout simplement. Et le deuxième défaut, c'est ça, c'est que vous allez quand même avoir... c'est un deck un petit peu dépendant de ces créatures légendaires pour qu'il tourne au maximum. Voilà, mais sinon, bah, une fois que vous avez setup Teysa Judith, là c'est explosif, quoi. Là, c'est incroyable. Là, ça fait vous jouez vraiment à Hearthstone en fait, quoi. Le jeu part en couille, piou piou piou, ça envoie des petites boulettes, des petites mitraillettes partout. Enfin, c'est très rigolo. Et donc, eh bien, un gameplay avec ce deck va arriver sur la chaîne.
incessamment sous peu, comme la semaine dernière lorsque je vous ai présenté le deck avec la vivre. 2 jours après, il y a un gameplay qui est arrivé. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout. Voilà. Ah si, une dernière chose. Une dernière chose. Enfin, une dernière chose avant l'abonnement, le pouce bleu et le partage, évidemment. Pourquoi est-ce que je ne vous présente pas les decks sur Magic Arena? Et bien tout simplement parce que mon ordi n'est pas assez puissant, entre guillemets, oui, sans guillemets, pour tenir le local record, comme on dit, donc l'enregistrement, pour que j'enregistre mon écran moi-même avec OBS pendant que je joue à un jeu. Voilà. Donc une fenêtre internet ça va, mais si je joue à un jeu, ça prend trop de ressources et ça rame. J'ai déjà essayé. Hein. Il y a 8 mois, j'étais dans la bêta de Magic Arena. J'ai essayé de vous présenter des trucs et je vous ai rien présenté parce que ça laguait du cul tout simplement. C'était pas regardable. Voilà, voilà. Néanmoins, tous ces decks-là, en fait, je vous invite à les tester sur Magic Arena. Magic Arena, c'est quand même... Moi, j'aime pas trop, mais il y a quand même un énorme point fort, c'est que vous avez accès à toutes les cartes facilement. Vous avez accès à toute la mana base facilement. Toutes les cartes, par exemple, Judith et Teysa, c'est fait 8 créatures légendaires en tout. Les gens ne vont pas trop vouloir les échanger. Sur Magic Arena, vous allez pouvoir les avoir comme ça. Est-ce qu'on entend si je fais ça? Bon, c'est pas très important. Bien. Eh bien, écoutez, si ce petit deck vous plaît, n'hésitez pas à le tester. Si vous avez les cartes, n'hésitez pas à le tester IRL ou sur MTGA si vous les avez pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me dire effectivement. Alors je prends les conseils pour ce deck, hein, parce qu'effectivement c'est pas fini. Par exemple le fêtard de Rix m'a dit, vous voyez, je sais pas encore si j'en rentre 3, si j'en laisse 2, au contraire si je les enlève. Bon, je sais qu'il faut de la présence tour 2, il faut de la présence tour 3, donc par exemple je sais pas encore si les 2 diplomaties à l'épée on les enlève pour mettre 2 faucheurs de minuit, si les 2 scarifications on les enlève pour mettre 2 fêtards de Rix m'a dit, voyez-vous, pour optimiser l'horrible ménagerie. Enfin, il y a tout un cycle si vous voulez entre le... J'avais dit que c'était fini, mais en fait non, ça ne s'arrête jamais. Voilà, il y a tout un cycle en fait, si vous voulez, entre les cartes de pioche et les cartes, tout un équilibrage à faire entre la présence sur le board et la pioche. Et donc le fêtard, il pioche, il fait présence, le faucheur, il pioche, il fait présence sur le board aussi. La scarification infernale, elle fait pas présence sur le board, mais elle fait agression et pioche. Et la diplomatie, elle fait agression et pioche. Donc je suis un peu coincé. Cet équilibre-là, en tout cas, de ce que j'ai joué avec, il fonctionne, mais bon, voilà. À tester, à tester. À continuer à tester. Écoutez, un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, et puis voilà. Hein, n'hésitez pas. Alors attendez, comment il fait Aurélien Samar? Alors déjà, il a un accent belge un petit peu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, ou à laisser un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il dit ça. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est bon, c'est good. Voilà. Ah oui, j'ai laissé un petit pouce bleu pour ma barbe quand même. J'ose me montrer sans barbe. C'est hyper laid. Aujourd'hui, j'étais au travail. La vidéo est finie, hein. Aujourd'hui, j'étais au travail. J'ai un petit boulot au Super U, donc je suis à la caisse. Et il y a une nana, il y a même 2 petites vieilles qui m'ont pris pour une fille. Va savoir. Il y en a même une qui, alors elle n'était pas du tout gênée, hein. Elle m'a dit « Oui, mais vous êtes efféminé ». Elle m'a grave énervé. Bon, voilà, cela dit, voilà, fin et élégant, vous voyez. Bien, c'est beaucoup trop malaisant. Allez, bisous, hein, à la prochaine. Et n'oubliez pas, portez des peignoirs.